la dernière séance, et c'était notre première, nous avions passé en revue très rapidement qu'est-ce que c'était que la spectroscopie UV visible proche infrarouge, qu'est-ce que c'était que la spectroscopie infrarouge, qu'est-ce que c'était que la spectroscopie en RMN du proton et du carbone, qu'est-ce que c'était que la spectrométrie de masse. Mais on avait donc vu ça très rapidement. Aujourd'hui, on va faire un autre point rapide et on va commencer à faire un petit zoom sur l'infrarouge ou la RMN. Mais entre-temps, si on remonte à la diapositive 31, d'accord, on avait eu, il y avait en fait une diapositive de cours sur Baire et Lambert. Donc un composé ou une cuve, c'est souvent on est à l'état liquide, on va mesurer la quantité de lumière qu'il est capable d'absorber. Alors, en fait, on va lui envoyer une longueur d'onde précise, c'est-à-dire on lui envoie 525 nanomètres, 530, 535, en fait on le balaye, et on va regarder la quantité de lumière absorbée. Donc A, c'est l'absorbance. C'est un chiffre sans unité. Et M. Baire et M. Lambert, donc en fait, c'est pour ça que je mets Baire et Lambert, hein, ce sont deux personnes en fait différentes, et ont travaillé sur, ils ont découvert que plus la solution est concentrée, plus elle absorbe. Alors c'est quelque chose qui au passage avait déjà été observé entre guillemets avant, mais qui n'avait pas été formalisé mathématiquement. C'est-à-dire que si tu prends une feuille, tu vois la lumière à travers. Si tu prends 10 épaisseurs de feuilles, il n'y a plus de lumière qui passe. Donc ça, les gens l'avaient plus ou moins compris. Que plus c'était épais, plus ça absorbait. Donc c'est aussi proportionnel à la taille de la cuve, on va dire, L. Mais pour des échantillons plus ou moins concentrés, si tu mets quelque chose qui est 2 fois plus concentré, en fait ça absorbe 2 fois plus. Et le epsilon ici, c'est une caractéristique qui est ce composé, vraiment, cette molécule-là, elle absorbe combien de façon intrinsèque. C'est vraiment la caractéristique d'absorbance à l'échelle moléculaire, ou plutôt ici en fait l'échelle molaire. Donc ça, c'est un nombre qui est l'inverse d'une concentration, l'inverse d'une distance, et ce qui fait que le produit de tout ça n'a pas d'unité. Et l'absorbance, c'est lié à la transmittance. La transmittance, T, c'est ce qui passe à travers. Mais ils ne sont pas inversement proportionnels. C'est-à-dire que la transmittance, c'est un pourcentage, c'est-à-dire c'est la quantité de rayonnement qui passe par rapport à la quantité envoyée. Donc ça, en fait, en pratique, d'ailleurs, les machines, c'est ce qu'elles calculent. C'est en fait, elles mesurent quelque chose qui arrive jusqu'à la caméra. Comme elle connaît l'intensité qui a été envoyée, elle en déduit la transmittance. La transmittance, c'est par exemple 1%, 10%, 99%. Et T, d'accord, enfin A, c'est moins log de T. Ou alors, on peut dire aussi T est égal à 10 puissance moins A. Ça veut dire que quand on a en fait une transmittance de 10%, on a une absorbance de 1. Quand on a une absorbance de 2, on n'a plus que 1% en fait de transmittance. Quand on a une absorbance de 3, on n'a plus que 0,1% qui passe. Ça veut dire qu'en fait, A, c'est plutôt un chiffre qui indique la puissance de 10, et ce qui permet par exemple déjà une absorbance de 4, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui passe. Mais A n'est pas compris formellement entre 0 et 1. Ça peut être plus grand. C'est T qui est compris entre 0 et 1. Bien, alors, il s'avère que nous avons un premier TD sur lequel nous pouvons travailler là-dessus. Dans votre fascicule de TD, vous avez 3 exercices sur la spectroscopie UV visible. On va commencer donc par la correction, et puis après on va faire un break et on fera du cours. Donc il s'agit de la page 8 et 9. Premier exercice, une application simple, c'est-à-dire que je prends un composé du permanganate de potassium.
On vous donne la concentration, 1,28 10-4 mol par litre moins 1. Et on vous donne la transmittance. La transmittance est de 0,5 à 525 nanomètres. Si on utilise une cuve de 1 cm ou 10 mm de trajet optique, on vous dit alors calculer le coefficient d'absorption molaire du permanganate de potassium à cette longueur d'onde. Le coefficient d'absorption molaire, c'est le epsilon dans la loi de Beer et Lambert. Donc, je vous ai préparé un PowerPoint où il y aura les corrigés des TD que nous allons faire ensemble. Peut-être que j'en profiterai pour le compléter si on n'a pas le temps de tout faire. Et je vous mettrai ça sur Teams pour que vous puissiez y avoir accès. Donc là, premier exercice, Beer et Lambert, je vous ai mis le rappel de diapo, cours 31. Ce qui était important, c'est ça. C'est de comprendre que A, c'est égal à epsilon LC, que A, c'est égal à moins log de T, d'accord? Et on vous donne dans l'énoncé T. Donc on vous dit T, c'est 0,5. Donc vous pouvez en déduire A. Maintenant vous avez A. On vous donne dans l'énoncé L. On vous donne dans l'énoncé C. Vous en déduisez epsilon. Donc je vous laisse 2 minutes pour ceux qui ne l'ont pas fait. Le temps de vous mettre en place, de démarrer la calculatrice bien rapidement pour préparer la solution. Alors attention, dans les erreurs possibles, il s'agit du log base 10, le log, pas le ln. Ln c'est le log base log népérien, d'accord? C'est pas exactement la même chose. C'est le log base E. Donc là c'est le log base 10 et sur les calculatrices c'est le log. C'est moins log de t et c'est pas log de moins t. Ça génère une erreur. Après, dans Beer et Lambert, on utilise souvent une cuve en centimètres. Mais en soi, c'est pas super grave. Il faudra juste faire attention aux unités, ce qui est marqué là. Attention aux unités. Après, pour ceux qui ont réussi à ça, on vous dit on double la concentration. Dans ce cas-là, quelle est la nouvelle absorbance et la nouvelle transmittance de la solution? Donc ça peut être des questions qui sortent à l'examen, mais pour moi, quand je vous donne ça, c'est de la mise en jambe. C'est en gros de quoi rapidement, en fait, normalement gagner des points. Hein. En fait, là, normalement, les formules, vous les connaissez. Là où il y a le plus d'erreurs en passant, c'est plus dans l'utilisation de la calculatrice. Donc, moins log de 0,5, vous devez avoir trouvé quelque chose de l'ordre de 0,3. Après le epsilon à 525 nanomètres, on fait A divisé par LC. Et moi j'ai mis L en centimètres. Ce qui veut dire que mon epsilon sera en centimètres moins 1. Si vous avez L en millimètres, vous aurez un 0 de plus, vous aurez 235,2 millimètres moins 1. Enfin, litre, mol moins 1, millimètre moins 1.
la convention fait que souvent on met epsilon en centimètres moins 1, donc moi j'ai mis le epsilon en centimètres. Et la concentration, c'est des moles par litre. Donc là, c'est 0,3 divisé par 1 fois, juste en termes de priorité qui n'est pas de problème, c'est A divisé par LC, donc c'est 10 moins 4, 0,3 divisé par 1,28 10 moins 4, ça fait 2,35 10 puissance 3. Ça fait 2352 litres, mol moins 1, centimètre moins 1. Alors 2000 centimètres moins 1, c'est pas énorme. Par exemple, ce que je vous indique, c'est qu'on peut facilement avoir des 10 000 litres mol moins 1 centimètre moins 1, mais c'est dans le cas de composés organiques conjugués. Ce qu'on avait vu lors de la première séance, c'est les systèmes où il y a des benzènes, etc. Par contre, c'est quand même assez fort pour un système où il y a un métal de transition, c'est-à-dire du fer ou du cobalt, etc. Là, c'est du manganèse. Et en fait, c'est pour ça que le permanganète s'attache beaucoup. Deuxième partie de la question, on double la concentration. Alors, concentration, parce que si à froid vous demandez ce que c'est. Donc, si tu doubles C, tu doubles A, puisque epsilon, lui, ne change pas. Donc, l'epsilon, c'est une valeur qui est intrinsèque, qui est justement, en gros, une mole, elle absorbe de combien? Et en fait, tu multiplies après par la concentration pour avoir en fait la vraie absorbance et avec la taille de la cube. Donc, A, epsilon ne change pas, L ne change pas, donc si tu doubles C, A double. D'où tu vas avoir une concentration de 0,6. Et là, il s'avère que T, c'est égal à 10 moins A, et ça fait 0,25. Là, ici, si on triple, donc on va pouvoir faire un petit exemple, parce que ça, c'est pas linéaire, hein, justement, vous allez le voir. Pourquoi tu changes la taille de la police? Je t'ai jamais demandé de faire ça. Hop là, merci. Si on triple la concentration, donc on va tripler en fait A, d'où A égale 0,9. Et on aura T qui est égal à 10 puissance moins 0,9. Voilà. Alors, hop, on va voir donc 10 puissance. Je vais le calculer, mais ok. Alors ça fait plutôt donc là, ça fait 0,9 moins. Ouais, 0,126, donc ouais, mais ça marche. 0,13. D'accord. Donc, ça veut dire que là par exemple, ça veut dire qu'il y a 13% du faisceau qui passe. Il y en a déjà en fait 87% qui sont absorbés. Et on a une absorbance de 0,9. Si on a une absorbance de 2, de 3, et ben en fait, vous allez très vite avoir une transmittance qui est toute petite. Qu'est-ce qui peut se passer pour l'appareil? Au bout d'un moment, en fait, il y a très peu de photons qui arrivent, il commence à saturer. Petit. Donc là, c'est par exemple, on va dire A de l'ordre de 4 pour une bonne machine. Ça veut dire que T est égal à 10 moins 4. D'accord? Ça veut dire qu'on a un pouillème. La machine sature.
des oscillations, souvent c'est un truc comme ça, et en fait ça commence à... du bruit de fond en fait. C'est-à-dire qu'en fait elle monte, l'absorbance atteint 3 à 4, et là elle commence à osciller, et on a des valeurs qui sont erratiques. Et en fait c'est parce que de temps en temps il voit un photon qui arrive par-ci, par-là, mais en règle générale pas grand-chose, et il sait que l'absorbance est au max, d'accord, elle n'est pas à zéro, en fait c'est un bruit de fond mais qui n'est pas sur la ligne de base, elle est en haut. Et ouais, c'est exactement. Le problème c'est que dans ce cas-là, tu peux pas dire que l'absorbance elle est de 4. Ce qui veut dire c'est qu'elle est au moins de 4. Non, elle est peut-être supérieure à 4. Ouais. C'est-à-dire que en fait, le truc c'est que là, tu peux pas utiliser Baire et Lambert et en fait, tu n'as pas d'information. Ce qu'il faudrait faire, c'est diluer 10 fois, 100 fois pour que tu ne satures plus et comme ça, tu as une vraie valeur de A. Et en dilution, si vous imaginez qu'en fait l'absorbance réelle elle serait à 5 ou 6, pour redescendre à 4, ben, il faudrait diviser par 10 ou 100, mais si en fait elle est de 7, ben, pour redescendre à un truc qui est en dessous de 4, il faudrait au moins diluer 1000 fois. Donc quand vous faites de l'absorbance en UV visible, si le composé est coloré, en fait votre solution pour que ça se passe bien, il faut qu'elle soit assez transparente. Pardon. Excusez-moi. Et il faut qu'elle soit assez transparente. Et donc, sur des composés qui sont intenses comme ça, effectivement, vous voyez, c'est des concentrations de l'ordre de 10-4. Ça veut dire vraiment pas grand-chose. C'est assez dilué. Dans le deuxième exercice, c'est la même chose d'application, sauf que cette fois-ci, nous avons un mélange de solutions. Donc là, on a deux composés dans un échantillon. On a un mélange, on a une solution qui est en fait un mélange de la solution A et de la solution B. Pour ce faire, nous avons aussi mesuré la solution A toute seule et la solution B toute seule. Parce que quand on va mesurer la solution inconnue, le mélange, on aura la somme de l'absorbance de A et de B. Donc ici, nous avons travaillé à deux longueurs d'onde. 510 nanomètres, 575 nanomètres. Le composé A, il absorbe O2, c'est-à-dire qu'il a une absorbance de 0,714 à 510 nanomètres, et celui-là il n'absorbe pas à 575. C'est-à-dire que, en fait, si on imagine une courbe, donc je reprends juste la diapo du cours, là par exemple celui-ci où il y avait un spectre. Dans un spectre UV visible, si vous prenez la courbe rouge ici, vous voyez qu'un composé, donc là ici c'est pas de l'absorbance, c'est l'absorption qui est calculée, c'est-à-dire en fait un epsilon. Donc ici le epsilon là est beaucoup plus grand que là, et là il est nul. Donc l'absorbance elle dépend en fait de chaque longueur d'onde. D'où ici nous avons un composé dans l'énoncé qui absorbe à 510, pas mal, hein, d'accord, on a une absorbance qui est proche de 1, et il n'absorbe pas du tout à 575. Le composé B, qui n'est pas la même concentration, hein, dans la version de référence où il est tout seul, il a une absorbance de 0,298 à 510 nanomètres et de 0,757 à 575. Cette fois-ci, on a un mélange dont on n'a pas les concentrations. C'est-à-dire on ne connaît pas la concentration de A et de B dans notre mélange. Mais comme on a les valeurs de A pour chacun séparé, on va pouvoir en déduire la concentration du mélange. Notre mélange absorbe à 510 et il absorbe à 575. On a l'absorbance de là, on a l'absorbance de là. Donc maintenant, il nous faut calculer les 4 coefficients d'absorption molaire pour pouvoir en déduire la concentration. Alors les epsilon, vous allez les calculer sur les concentrations des solutions pures. C'est-à-dire que là, nous avons le composé A
on connaît l'absorbance à 510 nanomètres, on connaît la concentration, la taille de la cuve de 1 cm, on en déduit le epsilon à 510 nanomètres. On en déduit le epsilon à 564 nanomètres. On fait pareil pour le composé B. On calcule en fait son epsilon à 510, son epsilon à 575. À partir de là, vous pouvez écrire une équation qui est l'absorbance ici à 510, c'est lié à la concentration de A multiplié par son epsilon, multiplié par L, plus l'absorbance liée à B, c'est-à-dire le epsilon de B, fois L, fois la concentration. Et quand on fait ça, à la fin, eh bien en fait, on arrive à retrouver les deux concentrations. D'accord? Puisqu'on a deux, en fait, on a deux équations. On a une à 0, là, ici, et une à 510. Et en fait, celle à 0 est pratique, puisque comme lui n'absorbe pas, on en déduit directement la concentration de B, et puis après on en déduit la concentration de A. Alors, allez-y, on commence par appliquer Beer-Lambert sur les solutions pures, pour trouver les 4 epsilon. Je vous donne 3 minutes. Donc, quand on va faire pour le composé A, ils nous ont donné la concentration 1,5 10-4 mol par litre. Je sais que à 510 nanomètres, l'absorbance est égale à 0,714. Je divise par L, qui est 1 cm. Je divise par la concentration. D'accord? Et ça me fait 4,76 10 puissance 3. En gros, 4760 litres, mol moins 1, centimètre moins 1. Pour vous souvenir que epsilon c'est du litre, mol moins 1, centimètre moins 1, vous devez vous souvenir de Beer-Lambert, que epsilon se multiplie à L,
qui est en centimètres, donc c'est l'inverse des centimètres. Il se multiplie à C qui est une concentration, donc c'est l'inverse d'une concentration. La concentration, c'est du mol litre moins 1, et là en fait, donc on est en litre, mol moins 1, centimètre moins 1. À 575 nanomètres, l'absorbance est de 0, d'où epsilon est de 0. Pour le composé B, vous avez une absorbance de 0,298, mais la concentration cette fois-ci est de 6 10-5 mol par litre. Ça nous fait un epsilon de 4967. Donc on voyait, on observait une absorbance qui est plus petite, mais c'était aussi pour une concentration plus petite. Au final, la molécule, en fait, elle absorbe plus. Et à 575 nanomètres, là, cette fois-ci, il y a une belle absorbance et ça fait en fait un epsilon de plutôt 12 617. Est-ce que ça va, ça? Oui. C'est la taille de la cuve, 1 cm. Pas de problème. Alors souvent, en fait, d'ailleurs, on l'oublie parce qu'on a tellement l'habitude d'utiliser des cuves d'1 cm jusqu'au jour où en fait tu utilises une cuve de 1 mm, donc ça existe, c'est notamment pour des composés que tu ne peux pas solubiliser beaucoup ou pas diluer beaucoup, pardon, et qui absorbent beaucoup même à faible dilution. Et dans ce cas-là, en fait, tu utilises une cuve qui est plus fine, ce qui permet d'avoir une absorbance qui sera plus petite. Voilà. Et ben oui. Alors tu sais quoi? On va se le rappeler. Hop là. Parce que si. Voilà. Une fois que vous avez ces 4 concentrations, vous pouvez reprendre le mélange. Donc cette fois-ci, dans la solution mystère régulier, à 575 nanomètres, tu as en fait epsilon de la solution A à 575, concentration de A, epsilon B à 575, concentration de B. On peut factoriser par la taille de la cuve. Mais comme là, il y en a un des deux qui absorbe pas du tout, ben en fait, on a un des termes qui est 0, et ça dépend uniquement de B, avec 12 617. Et on ne met pas CB parce qu'on ne le connaît pas. Là, cette fois-ci, les concentrations ne sont pas connues. Par contre, on sait que cette absorbance-là, elle est égale à 0,328. Donc, la seule inconnue ici, c'est CB. Donc, on en déduit CB, qui est 0,328 divisé par 12 617. Et ça nous fait 2,6 10-5 mol par litre. Maintenant qu'on sait que dans la solution mystère, la concentration de B, c'est ça, on va pouvoir faire à 510 nanomètres. À 510 nanomètres, l'absorbance est de 0,581. C'est égal à l'absorbance de A, qui est égale à epsilon LC de A, plus l'absorbance de B, qui est égale à epsilon de B LCB. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Il ne reste plus qu'une seule inconnue, CA. Donc CA, c'est égal à 0,588 moins toute la partie qui est due à B, parce que là, donc, il y a un plus. Quand je passe de l'autre côté, ça devient un moins.
Donc ça fait moins 4967 fois 1 cm fois 2,6 10-5. Tout ça divisé par L epsilon A, c'est-à-dire 1 fois 4000. Donc là, n'oubliez pas, c'est une parenthèse. Voilà. Et ça nous fait 9,49 10-5 mol par litre. Oui. Il vient de là, de la ligne du dessus. C'est-à-dire qu'en fait, avec la connaissance de l'absorbance à 575 nanomètres, et comme A n'absorbe pas à 575 nanomètres, tu sais que l'absorbance dépend entièrement de B, et donc, en fait, tu en déduis la concentration de B dans la solution mystère. Je vais le noter là. Oui, alors n'hésite pas. Tu as raison. Mais oui, oui, le PowerPoint, je vous le mettrai sur Teams, d'accord. Par contre, c'est vrai, note, parce que c'est important pour que le cerveau se dise, tiens, ça a l'air d'être important, il me fait noter. Et, ah oui, oui. Et puis, d'ailleurs, au passage, relise-le bien. Si jamais j'ai oublié des parenthèses ou des trucs comme ça, m'en faire part. On peut en déduire la concentration de B. Voilà. Et donc, maintenant, calculer A avec données. Ok. Est-ce que ça va là? Oui. Oui, alors c'est une très bonne remarque. Euh, vous avez malheureusement en fait pas beaucoup d'exercices. Donc on va se faire un dernier exercice là-dessus. Et voilà, ce qui serait pas mal, c'est que avant l'examen, de se le refaire. D'accord, de se réhabituer à refaire l'exercice, que vous ne soyez pas en train de galérer à dire oh, mon Dieu, je me souviens plus déjà des trucs et tout dans la formule, et puis cette touche-là, elle est où dans la calculatrice. Vous n'aurez pas le temps en examen de faire ça. Ok. Troisième exercice sur Baire et Lambert. C'est une version un peu plus. C'est plus un petit problème, d'accord. Je vous donne des spectres et vous allez devoir en fait les utiliser, les exploiter. Donc je vous cache pas que c'est un peu plus l'exercice qui me plaît. C'est plus pratique, etc. Ça fait moins. Mais derrière, il y aura les calculs tout pareil. Donc, il y a une solution basique de phénophtaléine, c'est le trait noir. Là. Une solution de nitrate de chrome à 5,10-2, c'est le trait gris continu. Et une solution de chrome EDTA bishydraté à 5,10-3,
c'est le trait noir discontinu. À partir du camembert suivant le graphique, déterminez la couleur de ces composés et calculez les coefficients d'absorption molaire correspondant au maximum d'absorption de la bande de plus faible énergie. Comparez ces valeurs entre elles, voilà, et discutez en gros. Donc vous avez ce graphique-là pour les absorbances, le camembert des couleurs, et après je vous rajouterai ça, c'est plus pour alimenter la discussion après. Donc je vous laisse le temps là d'essayer de chercher. Très bien. C'est une très... Alors, en fait, tu as dû voir ça au collège, peut-être, ou au lycée. Je sais pas, au lycée peut-être pas. Bah, donc ça dépend. Donc peu importe. Peu importe, ça remonte à loin. Tu as déjà peut-être entendu dire que un composé avait la couleur complémentaire de celle qu'elle absorbait. C'est-à-dire qu'un composé qui absorbe le vert apparaîtra rouge. Un composé qui absorbe le violet, il apparaît comme jaune. Tu vois? C'est-à-dire que là ici, tu regardes où est-ce qu'il absorbe dans la bande et tu dis ah tiens, il absorbe ça, donc il est ça. En fait, c'est l'approche simpliste de la couleur des composés que vous avez peut-être eu, ou sinon que l'on voit en fait, et on va essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Mais là, l'idée c'est justement en fait, c'est d'être capable de lire le graphique. Donc tu prends les graphiques, tu mets où est-ce qu'il absorbe, quelle est la zone qu'il absorbe, et tu essayes d'en déduire quelle serait donc la couleur euh, vue par l'œil humain. On est mercredi après-midi, donc vous entendez les enfants. Je ne sais pas si vous les entendez. Non, c'est pas la télé, non. Non, non, non. Ils sont en train de se crier dessus. Il n'y a pas besoin de télé.
qu'il y a quelqu'un qui veut proposer une première solution, on va dire, pour un décomposé? Bah, comme tu veux. On peut commencer par les coups. Vas-y. Et encore. Mais c'est pas grave. Là, c'est pas un examen, hein. On est sur de l'apprentissage. Donc, ouais. 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 Ok. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que quand on vous apprend ça, c'est un peu sous-entendu. Ah ouais, mais en fait, il absorbe que là. Or, déjà là, d'une part, toi, tu es d'accord que graphiquement, c'est pas super facile. Clairement, il absorbe un peu avant 550 et il absorbe aussi un peu après. Donc en fait, il, voilà, il absorbe une grosse partie du verre, donc ça, c'est clair. Mais on voit que la partie 570, 580, là, le jaune, il est aussi absorbé. Donc, et alors en fait, ça va être une somme de rouge et de violet. C'est-à-dire que il absorbe le vert et le jaune, donc toi tu vois les complémentaires des deux. C'est-à-dire en fait, tu vois ce qui passe à travers. Donc l'autre façon d'imaginer les choses, c'est que il y a en fait une lumière visible que l'on voit entre 400 et 800. Il absorbe ici, là, donc toi tu vois de ça et tu vois de ce qu'il y a après. C'est-à-dire tu vois de la couleur qui passe qui est violet, d'accord, et tu vois de la couleur qui passe qui est rouge. Et l'œil, il va faire une somme des deux. En gros, ça va être un dérivé de fuchsia. Les fuchs- voilà, les fuchsias sont des violets et des rouges. Voilà, ou des mauves. Par exemple, les mauves, c'est pas du violet. C'est en fait du violet avec du rouge dedans. Alors, au passage, si vous avez oublié le mot fuchsia ou mauve, vous me dites juste c'est un mélange de violet et de rouge, d'accord. Voilà. Je, vous n'êtes pas évalué sur votre euh, vocabulaire des couleurs, d'accord. Bien. Alors, qui est-ce qui veut essayer l'autre, par exemple? Ouais. Oui. Parce que ben, non, mais c'est une très bonne question. Donc, en fait, ton, ton composé, il absorbe le vert et le jaune. La lumière qui tape le composé. Donc là ici, on a une solution. Donc elle passe à travers ou elle est renvoyée, peu importe. Mais celle qui passe à travers et qui touche ce composé, elle a perdu son vert et son jaune. Et toi, ce que tu vois, c'est le reste. Donc, si tu prends de la lumière blanche et tu lui enlèves le vert et le jaune, il va rester du orange, du bleu, du violet et du rouge. Et l'œil, il travaille. En fait, ta question, elle est géniale pour justement envoyer, discuter de la figure qui est en dessous. L'œil, il travaille par un système de balance. On a trois récepteurs de couleur dans l'œil, sauf les personnes qui parfois n'en ont que deux. Donc c'est les différents types de daltonisme. Et dans les récepteurs, on a un récepteur qui est plutôt concentré sur le bleu, un récepteur qui est plutôt concentré sur le vert, et un qui est concentré aussi sur le vert, mais plutôt sur la fin du vert, en opposé au début du vert. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on appelle les daltoniens ont souvent du mal à faire la différence entre des jaunes et des verts, par exemple. C'est-à-dire que ici, nous, on est très très sensible sur la partie jaune et vert. On
peu, tiens, j'avais une diapo en correction, je peux la mettre là de suite, mais voilà. Ça, c'est la sensibilité de l'œil en fonction de la couleur. Et on voit que, là, c'est pour les personnes qui ont les trois récepteurs spécialisés de la couleur. En fait, on a une sensibilité énorme sur tout ce qui est vert et jaune. Et dès que c'est violet foncé, on fait plus de différence. Et dès que c'est un peu rouge foncé, on fait plus de différence. Oui. Alors, en fait, on est par rapport à d'autres espèces. Hein, notre espèce c'est spécialisée, euh, ou en tout cas c'était un avantage évolutionnaire d'avoir deux récepteurs dans la zone des verts pour pouvoir bien faire la différence entre du vert clair, du vert jaune. En gros, c'est pour le côté végétarien, c'est-à-dire en gros d'être capable de distinguer les feuilles comestibles et les meilleures, c'est-à-dire en gros entre les pousses de salade et pas machin, en gros les différentes, voilà. Et d'où en fait on a deux récepteurs. Et ils fonctionnent non pas comme une forme de chacun s'est spécialisé. Il y en a un qui est effectivement plutôt pour le bleu, mais les deux autres, qu'on appelle le G et R, c'est green et rouge, en réalité c'est plus en fonction de ce que tu captes l'un par rapport à l'autre, c'est des contrastes et en fait on voit une opération mathématique. C'est-à-dire que si tu vois du vert, tu vas enlever du rouge. Et c'est pour ça que l'œil, si tu enlèves du vert et du jaune, il ne verra pas du bleu et du orange, il va en fait en déduire mathématiquement qu'il y a plus de violet et de rouge. Donc en fait, on a une forme de prédominance sur la couleur qui est complémentaire, ce qu'on appelle la complémentaire. Donc, pour... Ouais. Non, non, parce que moi j'aimerais bien, c'est que Paul ait compris aussi. Donc là, ah, bah, c'est cool. Donc, on va alors. Ben, est-ce que je peux t'interroger alors, Paul, pour vérifier si tu as compris? On peut essayer. Allez. Parce que justement, là, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. On prend la courbe continue grise, c'est-à-dire en fait le nitrate de chrome. Ok. Donc, les bandes visibles, c'est entre 400 et 800. Tu vois que là, ici, il absorbe une première fois toute la zone entre 400 et 460. Puis il absorbe presque plus rien. Puis de nouveau, il absorbe tout autour de 600. Jusqu'à aller 650. Ouais. Donc, il absorbe entre 400 et. Voilà, donc il absorbe beaucoup de violet et un peu du bleu. Et il absorbe de nouveau toute la partie vert et jaune. Alors, d'après toi, de quelle couleur sera-t-il? Oui, attends, tu as raison. Ouais, c'est centré. Oui, si, c'est centré sur 580. T'as raison. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Voilà. Donc il absorbe le violet, le jaune et le orange. Le bleu et rouge. Ouais. C'est-à-dire que là, il absorbe le. Ouais, comme il absorbe le violet, il absorbe le violet et le jaune. Donc là, la diagonale elle a carrément disparu. Et donc il reste un peu de orange. Donc en fait, il a du bleu. Et ici, il absorbe pas trop dans le rouge. Donc en fait, ce que tu vois là-dedans, c'est tout ce qui n'est pas absorbé. Donc c'est du vert, du rouge et du bleu avec beaucoup de bleu. Et donc le nitrate de chrome, ce qui se passe, c'est que comme il a du rouge, du bleu et du vert, et qu'il a une absorbance assez importante, tu vois un bleu, un gris bleu. Et là, on est en fait un peu dans une zone de la sensibilité, c'est-à-dire que tu vois en fait de ça et de ça, et comme c'est des trucs où on n'est pas super sensible, ça devient vite grisé, avec des nuances un peu bleutées, bleu, rouge, violet des fois, etc.
ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a un récepteur en moins, et donc il y a des opérations mathématiques qui ne marchent pas. Puisque normalement, c'est les deux récepteurs qui sont côte à côte, il dit, bon, ben, quelle est la quantité de récepteurs de lui, en fait, c'est des tailles en fait au passage, mais entre le large et le médium, et comme l'autre il n'en a pas, et ben en fait il n'arrive pas à avoir du jaune sur du vert. Il ne fera pas de différence d'un objet vert. Voilà. Ok. Et ben en fait c'est que le pire c'est que tu reçois des informations, mais comme dans le cerveau c'est une opération mathématique où il doit faire des différences entre deux signaux et qu'il y en a un qui n'existe pas, et ben voilà. Ben, en fait l'opération arrive à voilà, il n'y a pas de résultat à l'opération et oui. Et on a mis un paquet de temps avant de comprendre ça, parce qu'effectivement, c'est pas du tout instinctif, quoi. Voilà. Et au passage, il est probable qu'il y a eu des humains avec 4 bâtonnets, 4 récepteurs de couleurs, et notamment sur les différents bleus. Et visiblement, ça voulait dire plus d'opérations mathématiques, donc plus de zones de cerveau dédiées à ça, avec un œil encore plus complexe, et en termes d'évolution, ça n'a pas été rentable. Donc nous, on l'a enlevé ça. Tout comme on n'a pas développé de récepteurs aux infrarouges, comme certains animaux le font. Par exemple, les moustiques, eux, ils ne voient pas la lumière en fait, ils voient des infrarouges. Ils peuvent tout à fait voler entre guillemets dans le noir parce que ils vous voient comme une caméra infrarouge. Donc si tu es chaud, c'est en fait la différence de ceux qui se font piquer ou pas piquer, c'est juste en fait votre chaleur humaine qui fait que vous êtes plus ou moins brillant, mais bon, donc c'est enfin, mettre de la lumière le soir alors que c'est ouvert, c'est pas ça qui fait attirer les moustiques. Voilà. Même si au passage les anciennes ampoules chauffaient, donc ils émettaient des infrarouges quand même, donc ça marche. Mais par exemple des nouvelles LED ou des trucs comme ça, des fois ils sont totalement, ils sont pas attirés par ça parce qu'en fait ils ont développé des récepteurs qui sont différents. On compare le nitrate de chrome avec le chrome EDTA. Dans le chrome EDTA, la bande ici, là, elle absorbe moins le bleu, donc en fait le composé sera plus bleu. Par contre, il absorbe plus le vert et en fait il apparaît plus rouge. Donc là ici, en fait il y a plus de bleu, il y a plus de rouge et dès lors en fait il est plus violet. Donc celui-là, plus mauve. Donc c'est un gris mauve pour le chrome EDTA. Vous pouvez noter au passage que quand il y a plusieurs bandes, ça devient un peu plus compliqué de prévoir en théorie la couleur. D'accord. Donc, mais voilà, c'était un peu l'objectif, on va dire, de la discussion. Si je ne m'abuse, c'est écrit là. Voilà, si on a un pic d'absorbance dans le visible, on observe principalement la couleur complémentaire. Donc la FIFI, pardon, c'est la phénophtaléine, mais je l'ai appelée parce que c'est vrai qu'on l'appelle souvent FIFI phénophtaléine. Phénol. Elle absorbe entre le vert et le jaune, donc on observe un mélange de rouge et violet, c'est fuchsia. Pour le nitrate de chrome, on absorbe du violet, une partie du bleu, du jaune et de l'orange, donc il est un bleu-vert grisé. Pour le chrome EDTA, on a plutôt la zone qui apparaît, qui est mauve, alors hop, violet, mauve, grisé. Pour le calcul des valeurs en epsilon, donc ça c'était la deuxième question, vous devez rechercher la bande de plus faible énergie. Elle est où la bande de plus faible énergie dans le spectre? Non, pardon. Chacune des courbes a une bande de plus faible énergie. C'est pas la plus faible intensité. On avait
avait vu ça lors du premier cours, le lien entre la longueur d'onde et l'énergie. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Donc là, il s'agissait de la partie de cours sur les ondes. On était à la diapo 18. L'énergie d'une onde est proportionnelle à sa fréquence ou inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. Donc là, ici, le spectre est en longueur d'onde. Donc là, ici, on a une longueur d'onde en nanomètres et une absorbance. L'énergie est inversement proportionnelle, c'est-à-dire que plus tu montes en longueur d'onde, plus ton énergie est petite. Donc la bande de plus faible énergie, c'est celle de plus grande longueur d'onde. Donc je voudrais que maintenant vous me calculiez ici l'absorbance au max de cette bande et vous en déduisiez le epsilon grâce aux concentrations. Voilà, cela, voilà. Non, c'était celui-là que je voulais dire. Donc, on en a déduit que vous devez étudier cette bande-là et vous allez calculer le epsilon qui correspond. Oui, oui. Alors, non, justement. Ça aurait pu, mais là, on te demande le maximum d'absorption de la bande la plus faible d'énergie. C'est-à-dire, en gros, c'est le maximum de la première bande. Mais tu as raison, c'est pas le maximum en tout. C'est-à-dire que cette bande absorbe plus que celle-ci, mais qui absorbe aussi plus que celle-ci. Mais dans ce cas-là, si jamais tu me fais ça, n'oublie pas de me préciser à quelle longueur d'onde et pourquoi tu as choisi cette bande-là. C'est-à-dire que là, en fait, tu n'aurais pas suivi exactement ce que je t'ai demandé, mais comme tu aurais fait le calcul et tu avais ta logique, n'hésite pas à me le justifier. D'accord? Mais là, moi, j'ai pas cette valeur-là. Enfin, je ne l'ai pas calculé. Moi, ce que j'ai calculé, c'est les valeurs des epsilon pour ces trois bandes-là.
C'est tout à fait exact, mais normalement tu devrais être dans la gamme 2. Mais oui, ouais. Est-ce que vous avez bon? Est-ce que vous avez des valeurs? Moi en tout cas, pour la phénophtaléine, à 550 nanomètres, je trouve une absorbance de l'ordre de 0,4. On m'indique que la concentration est de 10-6. Ça fait un epsilon de l'ordre de 400 000, ce qui est une très grosse valeur. La phénophtaléine absorbe beaucoup. Le nitrate de chrome, j'ai une absorbance de 0,75, mais la concentration est que de 5-10-2. Donc j'ai une dizaine, jusqu'à une centaine en fonction de... Ouais. 400 000. Oui, bah oui. Ben 500 000, 400 000. Oui, oui, ben voilà. Il suffit que tu prennes 0,5 au lieu de 0,4, ce qui n'est pas une énorme... Voilà. Mais comme tu multiplies par 10 puissance moins 6, enfin tu dis... Voilà, ça fait... voilà. Ça fait de suite... Voilà. D'où après le Chrome DTA, moi j'ai 240. Donc si vous avez, en tout cas, ce qu'il faut avoir, c'est que clairement, de très très loin, c'est la phénophtaléine qui absorbe le plus en termes moléculaires. Quand on regarde en fait la courbe, celle-ci, c'est la plus petite absorbance, mais c'est parce que c'est de la concentration est extrêmement faible, et à 10 puissance moins 6. Lui, il est au-dessus en absorbance, mais il est beaucoup plus concentré. Il est à 10-2. Et lui, il est à 10-3. Donc là, ici, on voit que ces deux-là, en fait, bah, lui, il les absorbe plus, mais il absorbe plus aussi parce qu'il est plus dilué. Donc oui, il absorbe plus, mais de très très loin, c'est celle-ci qui absorbe le plus quand tu ramènes à une concentration euh, qui commune, on va dire,
quand tu travailles en epsilon, tu peux réellement concentrer sur la puissance en fait d'absorbance. Et là, clairement, c'est la phénophtaléine qui absorbe le plus. Et en fait, la phénophtaléine, c'est un système de double liaison conjuguée, et c'est beaucoup plus efficace en termes d'absorbance que tout ce qui est métaux de transition et complexe. Bien. Alors, nous avions aussi rapidement donc discuté de la RMN et de la masse. Alors, donc là ici, la spectrométrie de masse, c'était une molécule, on va la ioniser, on lui arrache un électron, en fait on lui envoie un canon d'électrons avec en gros elle perd un électron et elle est propulsée en fait dans un champ vide, où on va la faire tourner comme, ici avec des virages en fonction de la charge électrique, et elle va se fracturer en morceaux. À partir de là, on avait terminé le cours sur le pic moléculaire, le pic de base. Le pic de base, c'est la fragmentation la plus importante. Le pic moléculaire, c'est le pic où le puzzle il arrive en entier, la molécule arrive en entier. Ici, premier exercice en spectrométrie de masse, on va juste faire les premières questions et on va après s'arrêter, faire une pause. Donc, je vous demande de calculer la valeur du pic de l'ion moléculaire. C'est-à-dire que là, si je reprends le cours, le pic moléculaire est à 32. 32 parce que le carbone a une masse de 12, c'est-à-dire que le carbone 12 a 6 protons, 6 neutrons. L'hydrogène a une masse de 1. L'oxygène a une masse de 16. 8 protons, 8 neutrons. Et là, 1, donc ça fait 12 et 3, 15, 16, 16 et 16, 32. Et on a un pic à 32. On voit un petit pic là au passage à 33 parce qu'il y a des chances que le carbone soit aussi un carbone 13. Donc certaines de ces molécules sont des isotopes 13 du carbone, mais quand on vous demande, et c'est le cas ici, on vous demande l'ion moléculaire avec en fait l'isotope le plus stable, vous allez devoir calculer ces masses-là. Alors, juste pour rappel, vous pouvez trouver les masses dans le tableau périodique, d'accord? Et sinon, surtout là. C'est-à-dire qu'en fonction de l'isotope, vous avez le nombre de masses, et ici vous avez la masse exacte. Et vous prenez, par exemple dans le carbone 12, vous voyez, le carbone 12, c'est 99% du temps, c'est du carbone 12, 1% du temps, c'est du carbone 13. Donc nous, on va considérer l'isotope le plus stable. L'azote, il existe en 14 et en 15. Donc c'est toujours le même nombre de protons, hein. Il n'y a toujours que 7 protons, mais souvent il y a 7 neutrons, ça vous fait 99,6% du temps. Et de temps en temps, il y a 8 protons, donc là on a en fait l'azote 15, c'est-à-dire l'isotope 15 de l'azote. Et il y en a 0,37%. Pour le brome, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire que le brome, il y a 51% de chances que ce soit du brome 79 et 49% de chances du brome 81. Donc vous choisissez un des deux, le 79 par exemple, et vous m'indiquez bien que là vous calculez le M sur Z avec une masse de 79. Donc c'est pas dur comme exercice. Vous devez lire ces tableaux et être capable de faire la somme des masses de tout ça.
On fait juste ces 5 exemples-là et on se s'arrête.
Donc, le premier composé a une formule brute, c'est 6H12. Le carbone a un poids de 12, l'hydrogène un poids de 1, ça fait 6 fois 12 plus 12 fois 1, ça fait 84 UMA. UMA pour unité de masse atomique. En gros, on considère que un proton et un neutron, ça vaut 1 en masse, et ça nous permet d'avoir une unité assez pratique à utiliser. Pour le carbone, l'hydrogène c'est fait, et cette fois-ci on a du brome et du chlore. Pour le brome, on a deux versions, brome 79, brome 81, et pour le chlore, on a le chlore 35 et le chlore 37. Et justement, on va utiliser la spectrométrie de masse pour faire les voir, parce que en fait, on va les voir les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir des tailles à deux intervalles différents de différence, et on va avoir des tailles assez importantes pour les deux, puisque les deux existent avec des proportions intéressantes. Alors que la plupart du temps, les autres atomes ont des isotopes très peu présents. Donc il n'y aura pas de massif isotopique. Et là, grâce au fameux massif isotopique, on va pouvoir avoir le chlore et le brome. Donc là, ici, on va faire 3 fois 12 plus 6, pas 12 fois 1, plus 6, plus 79, plus 35. Ça fait 156 UMA. C2H7 et N. Donc N, on a dit que c'était le 14. Donc ça fait 24, 38, 45, a priori. Là c'est 17 fois 12 plus 21 plus 14 plus 4 fois 16. Plus 64. 303. Donc là on aura 12 fois 12 plus 4 plus 4 fois 35. 35 plus 2 fois 16. 12 fois 12 plus 4 plus 35, 70, 140 plus 6 et 16, 32. 320. 8 et 9 atomes. Donc ça, c'est la compétence de base pour pouvoir lire un spectre de masse. C'est d'être capable de faire la différence, d'être capable de lire ça en disant ah tiens là c'est 1, 2, 3, 4, 84. Ah tiens, 84 UMA. Voilà, ça veut dire peut-être autant de. Là il suffit de diviser par 12, 13. Tu dis bah tiens là j'attends 6 ou 7 carbone et des hydrogènes par exemple. Voilà. Donc on va venir après là-dessus. On fait une pause, 10 bonnes minutes, on se retrouve à 40, d'accord? Comme ça il nous restera 1h20. Ça marche? Donc je vais couper la vidéo, comme ça il y a une partie TD, une partie cours.